Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Journal. Il y a 15 ans, le 29 mars 1979, l'aéroport de Québec connaissait sa plus grande catastrophe aérienne. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, les témoins nous racontent le crash du F-27. Le 29 mars 1979, 17 personnes perdaient la vie ici à l'ancienne Lorette. C'était la suite d'un crash du F-27 de Québec Air. Un F-27 d'ailleurs, c'est l'avion dans lequel on se trouve actuellement. Mais l'avion venait de Mirabel. Il faisait une halte à Québec et s'en allait à Dorval. Il était environ 18h30. Le vol 255 de Québec Air attend sur la piste les passagers. Aux commandes, le pilote André Bessette, 31 ans. Le copilote Alain William, lui, effectue son dernier vol. Il vient d'être engagé par Air Canada. Daniel Ouellette, 24 ans, est l'hôtesse de l'air. À bord, 21 passagers, la plupart montréalais, dont Joanne de Montigny, secrétaire de ministre, et Alan Lombard, négociateur syndical. À 18h44, l'avion roule vers la piste. Ce F-27 a été construit il y a 20 ans et a subi avec succès l'inspection il y a à peine un mois. Ailleurs aussi, tout va bien. Jean Zika est chez lui, dans la cuisine de sa maison de la rue Bosquet. Le frère Jean-Marc Hintz profite du temps doux pour prendre l'air sur le perron du collège Champigny. La famille Duguay, elle, s'installe à table, prêt pour le souper. Et Marcel Fizette et sa fille Nancy circulent en automobile sur le boulevard Hamel. Ils reviennent à la maison. C'était donc un jeudi soir bien tranquille à l'ancienne Lorette. Et ici, à la tour de contrôle, on avait détecté un ciel couvert, un temps brumeux, 1 degré Celsius seulement, et précisément à 18h48 minutes 43 secondes, là-bas, au bout de la piste 06, le F-27 commençait à rouler. Bien, tout se passait bien, il me semble, dans mon souvenir, quand l'avion commençait à décoller. Roulant à 120 000 à l'heure, l'avion décolle normalement. Mais à peine 40 pieds du sol, le moteur droit explose. Pour moi, c'était pas tellement le moteur qui éclatait comme le ciel qui se fendait. Pour nous, c'était un bruit incroyable et un feu qu'on voyait. Immédiatement, la tour constate l'incident, sonne l'alerte, libère les pistes. Le pilote ne peut se poser de nouveau. Il décide d'éviter le secteur résidentiel et bifurque vers la droite. Des témoins ont tous la même réaction. J'ai dit, c'est un avion, ça s'en vient à sa maison. Là, à ce moment-là, j'ai crié, on se couche à terre. Là, j'ai dit aux enfants, puis l'enfant est sorti, puis il y a un avion qui est un moteur en feu. Fait que tout le monde a resté figé. À bord, l'équipage tente d'éteindre l'incendie et de rentrer le train d'atterrissage, mais sans succès. Dans la cabine, un curieux silence. Dramatique. C'est un mélange d'horreur, d'espoir, de désespoir, de confiance, de panique, de terreur, de silence morbide. L'hôtesse demande alors aux gens de se déplacer loin du feu. 4 passagers vont même jusqu'à la porte arrière. C'est la panique. J'accroche la main du passager à la mienne parce qu'on a peur, puis j'ai jamais si bien compris qu'est-ce que c'est que de tenir la main d'un mourant, parce qu'on était 2 mourants. L'avion poursuit sa courbe afin d'aller rejoindre l'autre piste. Mon père, il conduisait, puis il me disait « C'est quoi qu'il y a? C'est quoi qu'il y a? » Puis j'osais pas parler parce que j'ai horreur du feu, j'ai peur. Volant à peine 120 pieds du sol, le F-27 file droit vers le collège Champigny. Alors, j'ai continué de suivre des yeux l'avion. Et là, quand il est rendu au-dessus de la maison, puis qu'il est en train d'effectuer un virage, j'ai vu que de la fumée sortait de ce moteur. Le pilote réussit à éviter le collège, mais l'avion, déstabilisé par le mouvement des passagers, chute comme une pierre. C'est quand l'avion finalement a tombé, j'ai senti que l'avion tombait, le mouvement de l'avion, que j'étais très convaincu que j'allais mourir. 1 minute 48 secondes après le décollage, l'aile touche le sol, l'avion glisse, s'écrase, éclate en 5 morceaux, explose. Puis là, en regardant l'explosion, là, on s'est tout approché des fenêtres, puis là, on a vu sa masse de chaleur, de rougeur-là, ça avait l'air d'un volcan. Là, j'ai pensé immédiatement, j'ai dit, les voisins dans la rue, l'avion allait écraser. Quand je revois, là, je retourne la tête, je regarde, celle-là, je la vois s'écraser. Ça fait une grande traînée de feu, et puis ça explose. Moi, j'étais figée, complètement figée. J'ai vu ça se passer
Peut-être cligner les yeux, tout simplement, puis l'avion a été écrasé. Au moment de la catastrophe, les passagers ont subi une force d'impact de 9 G, c'est-à-dire que leur poids a été multiplié par 9. Théoriquement, on a très peu de chances de survivre à une telle catastrophe. Et pourtant, 7 personnes ont survécu. C'est alors vécu des moments, des minutes dramatiques. Ces gens-là vont nous les raconter après la pause. La nouvelle de la catastrophe du F-27 s'est répandue en ville comme une traînée de poudre. 5000 personnes ont accouru sur les lieux pour voir ce qui se passait. On a donc assisté à l'héroïsme qui côtoyait le voyeurisme. L'horreur, l'enfer. 17 morts, 7 agonisants. Parmi les victimes, une femme enceinte. Ils ont tous perdu la vie sur le coup. Le premier à reprendre conscience, Alan Lombard. Et je me suis ramassé dans un banc de neige, je sais pas, 1 minute, 2 minutes plus tard. J'avais le pied bien ancré dans le sol. Je l'ai sorti, ouf, de même. Il croise alors 2 compagnons et se dirige ensuite vers les résidences. Tout d'un coup, j'ai vu apparaître à travers le feu, là, ces 3 personnes-là qui marchaient. Pour ça, je me suis dit, c'est impossible que ce soit des gens de l'avion. Et pourtant, ils sont bien survivants. Et les 3 personnes entrent dans la maison dévidée. C'est quand même émouvant, là, parce que moi, quand j'ai vu la personne à terre, puis changer de couleur, du rouge au mauve, je pensais bien là, qu'elle mourrait ici. Scène d'horreur, mais pourtant, la victime en garde un curieux souvenir. En entrant à la maison, lui, il y avait une table en pain qu'il venait tout juste d'acheter, je crois. Et moi, je saignais, tu sais, ça... fait que j'ai vu... J'avais honte, tu sais, de lui tâcher toute la table. Dès lors, l'alerte est lancée. Le constable Vézina est au poste de police. Quand la première ligne s'est mise à sonner, toutes les lignes sont venues blanches. On s'est regardé, là, c'était évident là, qu'il se passait quelque chose. Les ambulanciers, eux, sont en réunion. Notre responsable, Jacques Lévesque, est venu nous aviser qu'il y avait un avion qui était écrasé. Ça fait que là, on était pas mal tous surpris. Est-ce que vous le croyez? Bien, au début, on est resté surpris, puis là, on a vu qu'il était vraiment sérieux. Quelques minutes après le crash, les premiers secouristes, témoins, journalistes arrivent. Les gens gisaient sur le sol. Il y en avait des... Mais il n'y avait pas de cris. Il n'y avait aucun cri. J'ai même vu un homme qui était assis sur un banc, encore attaché. J'ai jasé avec lui une trentaine de secondes, puis il avait les yeux hagards, puis aucune réaction. C'est là, ces lieux. Des gens qui sont en train de mourir devant nous autres pour pas capable de rien faire. Puis en arrivant là-bas, c'était une scène d'horreur. En 18 ans de carrière, c'est l'événement qui m'a marqué le plus. Au sol, il reste toujours 4 personnes qui attendent la mort. J'entendais aussi une sélection qui devait se faire au sol, qui m'affolait parce que j'avais peur qu'on oublie de me ramasser. Et puis quand le type est arrivé, et puis qu'il m'a trouvé, ça a eu l'effet d'un massage cardiaque, ça, pour moi. Ça a été des paroles très réconfortantes. On va te sortir de là, t'en fais pas. Et dans cet enfer, il demeure toujours le danger d'une autre explosion. Il y avait une partie de l'aile qui a fait un drôle de bruit, comme une explosion qui s'en venait. Alors, on a eu juste le temps de se reculer, puis effectivement, il y a eu une explosion. Mais non, il n'y a pas eu d'autres victimes. Tout se fait rapidement, très rapidement. La sueur était déjà partie. Toutes les trousses étaient déjà sorties du véhicule. J'avais plus aucun équipement pour pouvoir travailler. Tout était rendu en haut déjà. Il se vit alors des moments dramatiques. Quand on a vu le cockpit coupé en avant, on a vu des pilotes calcinés, là, ces lieux, là, puis on n'était pas prêt de rien faire, là. C'est ça qu'on trouvait, que j'ai trouvé le plus difficile. Parmi les victimes, l'avocat Robert Jaudoin. Il venait de donner une conférence de presse. Le journaliste Pierre Chaloux était aux 2 événements. Du coup, je vois quelqu'un qui arrive avec un brancard. Dessus, il y avait la tête de mon bonhomme, séparée. J'ai des yeux comme ça, puis j'ai eu l'impression qu'il me parlait. Marcel Fizette, lui, voit le corps inerte de l'hôtesse qui gît au sol. C'est là, plus capable du tout. Je pouvais pas rester là, je pouvais pas voir ce qu'il y avait autour. Il a fallu que je parte. Après avoir vu l'avion s'écraser, le frère Hens accourt chercher un appareil photo. Bon, là, ça m'embête un peu
À ce moment-là, j'étais un peu sur le choc. Mais d'autres sont littéralement au cœur de l'action. Je le sais qu'il y avait du monde, mais tu les entends pas. Tu viens tellement concentré dans ce que tu fais que tu ne fais que ta job. Tu fais juste ça. Beaucoup d'efforts et de bonne volonté déployés, c'est d'autant plus méritoire qu'il y avait une lacune majeure. Il y avait une panique parce que personne n'était prêt à faire face à cette situation-là. C'est à la suite de l'écrasement de l'avion que la police de Sainte-Foy et que le gouvernement du Québec a obligé les municipalités à se doter de plans d'urgence. Des policiers sont partout, non sans faire naître certaines frustrations. Le lieutenant Leclerc coordonne les activités au poste de police. Vous voulez que je sois honnête? Je ne restais pas en place. Je voulais descendre en bas, je voulais à tout prix être en bas. Tout se passe au milieu de 5000 personnes accourues, une foule curieuse, joyeuse. On avait un spectacle, ça faisait des farces, ça riait, puis ça criait, puis... Le soir même? Moi, ça me choquait de voir les gens qui s'en venaient, là, comme... Ça me donnait l'impression que c'était une gang de curieux, là. Je me disais, vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. J'ai trouvé ça difficile, moi. Ce manque de civisme de la part de certaines personnes. Il y a même eu du pillage, mais la plupart des gens étaient là pour donner un coup de main. Richard me dit, demande au PA, aux gens là, qui nous aident, là, qui nous fassent un corridor. Ils auront fait une chaîne d'humains. Ça a pris peut-être 2-3 coups que je l'ai demandé. Là, les gens se sont mis à collaborer. Si on élimine le brancardage, là, suite à la panique des gens qui étaient là, de voir justement un être humain mal pris, là, ça nous aidait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Tous ces gens s'y sont rendus parce que les journalistes l'ont annoncé. CFLS. Denis Langlois travaillait à CFLS à l'époque. C'est un des premiers à lancer la nouvelle. Et malheureusement, ces choses-là, elles doivent être dites, elles doivent être rapportées. Et la radio, c'est l'instantanéité. C'est celui qui va donner l'information le plus rapidement. On trouve ça intéressant au niveau journalistique, mais au niveau humain, c'est vraiment pas le fun à vivre. Mais tout le monde voulait savoir, tout le monde voulait voir. Bilan, à peine 36 minutes après le crash, tous les blessés sont évacués. Opération rondement menée, sous le regard apeuré d'une petite fille de 8 ans qui, avec son père, a tout vu. L'avion, là, le feu, là, ça m'a marqué. Puis après que j'avais vu l'avion brûler, puis que je voyais les 3 personnes s'en venir descendre, ça m'a marqué aussi. Il n'y avait que 2 personnes de la région de Québec à bord du F-27 et ces 2 personnes ont malheureusement perdu la vie. Mais il aurait pu en avoir beaucoup d'autres. C'est que des gens qui ont manqué l'avion à la dernière minute. Des gens bien connus. D'ailleurs, l'histoire de notre ville eût été bien différente. Une telle catastrophe n'est pas sans amener certaines imprécisions. Dans le New York Times, on écrit qu'il y a eu 11 victimes. Le Journal de Québec, lui, parle de 16. Le Soleil chiffre en première édition 17 morts et en après-midi, 18. On savait que les gens étaient suspendus à nous pour avoir de l'information et on savait également que les familles voulaient obtenir de l'information parce qu'elles appelaient chez nous, ces familles-là, pour avoir de l'information qu'on n'était pas capable de leur donner. Monsieur le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la tragédie aérienne qui a frappé le Québec ce soir. À l'Assemblée nationale, un Claude Charron ému suspend les travaux de la Chambre. Aucun de nos collègues membres de l'Assemblée n'était à bord de cet avion. J'ai presque envie de dire par miracle. Le miracle de ne pas être à bord s'est aussi produit pour d'autres. Marcel Aubu et Claude Bédard devaient y être. Marcel Aubu se fait toujours attendre. Et moi, je fais des 100 pas. Il y a quelqu'un entre-temps d'Air Canada qui me dit « Ne t'en fais pas, bon, si vous ratez cet avion-là, l'avion de Québec Air, nous avons un départ une quinzaine de minutes plus tard. » Un autre qui l'a échappé belle, l'actuel président d'Hydro-Québec, Richard Drouin. Il était même inscrit sur la liste des passagers. Je me suis présenté au comptoir, j'ai rencontré un ami, on jase. Il dit « Pourquoi tu prends pas le vol d'Air Canada avec moi? On pourra pouvoir parler ensemble. » Pourtant, le lendemain, le Montreal Star publie qu'il fait partie des victimes. Mon père, lorsque je suis allé le voir le soir même, qui avait vu l'affaire du Star, m'accueille à la maison, à la porte, ce qui était inhabituel, en me serrant la main et en pleurant, en disant « Je suis donc content de te revoir. » La famille, la même chose. Donc, c'est une espèce de sentiment de faux héroïsme. Mais de véritables héros, il y en a eu. Ceux qui ont assisté aux événements. Et les jours suivants ont été lourds, pénibles. Puis, comme je dis, c'est le visage de la fille là, étendue sur le dos. Là. Ça me revenait comme une image. Là. Les plus marqués demeurent les enfants du gué. Et pour cause, ça s'est passé dans leur cour arrière.
On n'avait pas de terrain à jouer, donc on jouait ici dans la clôture. Les gens s'approchaient pour qu'on leur raconte qu'est-ce qui s'était passé. J'avais 9 ans, moi, à ce moment-là, puis on me demandait beaucoup de questions. J'en ai fait des cauchemars, même. On chauffait à l'huile, puis je voyais même des squelettes dans la tank à l'huile. Ça m'avait marqué. J'avais peur à Julie pour descendre en bas. Là. Il avait besoin d'être... Il fallait qu'elle descende avec moi, je ne sais pas capable. Imperturbable, Alan Lombard garde plutôt un joyeux souvenir de son séjour à l'hôpital. Moi, c'était des amis, puis ils sont tous passés à l'hôpital. J'en ai eu je sais pas combien de bouteilles de Rémi Martin. D'assez à l'hôpital, pour moi, ça aurait été... Sans que même 10 ans plus tard, j'en avais encore. Si notre ami Lombard garde un joyeux souvenir des événements à l'hôpital, il en va tout autrement pour ce qui s'est passé ici à l'hôtel de ville de Sainte-Foy, parce que c'est là qu'a eu lieu l'enquête du coroner Cyril Delage sur les circonstances entourant la catastrophe. Et là, ça a été une véritable bataille d'avocats, où l'on se demandait si le pilote avait bien fait, si l'hôtesse de l'air n'avait pas commis une erreur en déplaçant les passagers, si l'entretien n'avait pas été négligé. Bref, on cherchait un coupable. Personne n'avait voulu cet accident-là. Ça avait été un accident. J'ai compris à ce moment-là que le nombre d'avocats présents m'a fait penser que c'était pas aussi simple que je pensais. Joanne de Montigny a trouvé odieux que l'on mette en doute le travail de l'hôtesse. Elle a écrit un livre sur le crash où elle témoigne toute son admiration envers Daniel Ouellette. Pour moi, c'était un repère indispensable. Et c'est un peu comme je m'accrochais à la vie, à la survie, grâce à sa présence. Finalement, les résultats de l'enquête sont connus. Après 2 semaines de recherche sur le terrain et 6 mois de travaux en laboratoire, on détecte la cause. À l'intérieur du moteur qui a explosé, on retrouve cette pièce, un rouet d'entraînement. Ce rouet souffrait d'une fissure qui, malgré les inspections, n'avait pas été détectée. Au décollage, le rouet a éclaté, faisant exploser le moteur, déstabilisant l'avion. C'est le fabricant du moteur, la compagnie Rolls-Royce, qui en faisait l'entretien et qui n'a pas relevé la faiblesse du rouet. Une négligence momentanée équivalente distraction ne constitue pas de loin une négligence criminelle. En conséquence, il n'y a aucune responsabilité contre qui que ce soit. L'explosion du moteur droit est survenue à un instant critique, c'est-à-dire en plein décollage. Bref, ça ne pouvait pas arriver à un plus mauvais moment. De plus, le rapport du Bureau de la sécurité aéronautique conclut que l'équipage a fait tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il devait afin de sauver l'appareil, mais le F-27 était condamné à chuter. D'ailleurs, si le pilote n'avait pas bifurqué à droite, l'avion aurait continué son chemin, se serait écrasé en plein secteur résidentiel à Charlesbourg. Dans 2 minutes, 15 ans plus tard, est-ce qu'ici, à l'aéroport de Québec, on est prêt à faire face à une autre catastrophe aérienne? Quelques années après la catastrophe du F-27, les familles des victimes et les survivants ont obtenu un règlement hors cours et elles auraient eu environ 200 000 $ chacune en règlement. Mais 15 ans plus tard, ici à l'aéroport, est-ce qu'on est prêt à faire face à une autre catastrophe? Des situations d'urgence comme celle-là, ça survient à l'occasion à l'aéroport. Depuis la tragédie de 79, il n'y a eu qu'un seul accident mortel, ça impliquait un monomoteur. Régulièrement, la police de Sainte-Foy orchestre une simulation de catastrophe aérienne. Ça implique 5 corps policiers, ambulances et hôpitaux. L'expérience du F-27 a amené la création d'un plan d'urgence